télévision et du magazine Au-delà de l'actualité. Merci de nous suivre à travers ce numéro. Nous recevons ce soir M. Omer Kamba Kaka. Il est coordonnateur du collectif de compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Wamulumba et des pionniers de l'UDPS. Il est secrétaire national honoraire chargé des relations extérieures de l'UDPS et il est également gouverneur honoraire de la province du Kasaï oriental. Bonsoir Monsieur Omer Kamba. Bonsoir madame. Alors merci d'avoir répondu à notre invitation. Coordonnateur du collectif des compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vous avez été au début du parti. Parlez-nous un peu du combat de l'UDPS, tout au début là, parce que vous en faites partie. Oui, nous en faisions partie, nous en faisons partie. Nous avons été cofondateurs de ce parti. Il faut bien préciser, c'est parti d'une lettre adressée à Mobutu, à l'époque de sa dictature aux élites. Il y a eu des parlementaires dans le premier conseil législatif libéral qui a été élu par le peuple, en direct par le peuple, donc une assemblée. Et Mobutu était obligé de faire ça parce que le contexte mondial, international l'obligeait à le faire, notamment l'arrivée au pouvoir d'un démocrate aux États-Unis, Jimmy Carter, en 1997, non plutôt 77. Jimmy Carter qui avait une politique pour l'Afrique d'éradiquer les dictatures. Il a joué une pression importante sur Mobutu, qui lui était placé là-bas, comme vous le savez, par la guerre froide, le besoin de la guerre froide. L'Occident a placé un homme qu'ils estimaient qui était fort, qui devait dominer, qui devait maîtriser, qui devait faire une dictature. Et ça a été une dictature exceptionnelle, sanguinaire, atroce, et sans tenir compte de ce que appelait des droits de l'homme, des droits du peuple. Non, c'était le pouvoir pour le pouvoir. Il fallait satisfaire les besoins de ceux qui voulaient contrôler, n'est-ce pas, le camp de l'Est contre le camp de l'Ouest en Afrique centrale. Donc Mobutu était un pion bien choisi et il a joué son rôle. Mais à ce moment-là, les Congolais ils ne pouvaient pas accepter que ça perdure. C'est ainsi que ceux avec qui il avait travaillé au départ, des personnalités comme Étienne Tshisekedi Wamulumba, et comme a fait ceux qui étaient à ce moment-là, qui jouaient un rôle comme l'équipe Savaliba, qui était au comité central du MPR, et bien d'autres aussi, des cadres. Ils se sont dit, écoutez, Mobutu décide, suite aux pressions dont je viens de parler, guerre froide, il y a le mur de Berlin qui s'est fissuré, l'Union soviétique montrait déjà des faiblesses, et à ce moment-là, Mobutu dit, bon, écoutez, pour répondre un peu à ces pressions, il va organiser une élection. La première, qui était libérale, et ça c'est en 1977-78. Dans l'ex-Zaïre. Oui, l'ex-Zaïre, oui. Et cette élection a donné lieu à des députés. Et déjà Corias, au sein de ce Parlement, je me rappelle encore, dirigé par Iléo, le vieux Iléo. Et ce Parlement, rassurez-vous, a inauguré l'ère libérale dans ce pays. Grâce à la pression de l'UDPS. Non, on n'est pas encore à l'UDPS. Ce sont des parlementaires, des gens qui se sont fait élire, chacun dans son fief, suite donc au scrutin lancé pour choisir des députés. Parce que Mobutu, à l'époque, il mettait ces gens au Parlement. Vous savez, membre de MPR, Olinga Te, vous êtes un MPR. Donc, vous êtes au comité central, vous êtes au conseil législatif, vous êtes au conseil exécutif, vous êtes obligé d'obéir à Mobutu, de danser pour lui à cette époque-là. Mais lorsqu'il y a pression venant des États-Unis, il y a les deux guerres du Chaba, il faut noter, les deux guerres du Chaba, les gendarmes katangais qui attaquent le Katanga par deux fois.
la guerre de 6 jours, la guerre de 80 jours, c'est toujours vers les années 1977. Alors, quand est-ce qu'intervient des combats de l'UDPS pour un peu faire bref, pour comprendre un peu, parce que ma question était de savoir, parlez-nous un peu du début du combat de l'UDPS, ce que vous en faites partie, et donc coordonnateur du collectif des compagnons des luttes d'Étienne Tshisekedi Mulunga. Oui, ce sont ces événements-là qui ont conduit à l'existence de ce qu'on a appelé le groupe des 13 parlementaires. Et ce groupe, au sein du Parlement, a pris son courage de 2 mains pour adresser une lettre ouverte à Mobutu. Et dans cette lettre, c'est un réquisitoire de la gestion de Mobutu, de toute la dictature, sur tous les plans. Le plan politique, le plan économique, le plan social, le plan des droits de l'homme. Ils ont démontré à Mobutu qu'il était à côté du peuple et qu'il était en train de détruire le pays. Et cette lettre, 52 pages, était une bombe à l'époque. Moi, je n'étais pas parmi les 13 à ce moment-là. Donc, moi, j'étais juste un jeune homme qui venait terminer l'université. J'avais une vingtaine d'années. Mais nous étions là à côté d'eux. On voyait ce qu'ils faisaient. Quand ils ont écrit la lettre et quand ils ont parlé d'abord au Parlement, ils se sont adressés à Mobutu, à tous ces hommes, et ils ont invectivé, ils ont lancé. Vous savez ce qu'on appelle les contrôles parlementaires qu'on fait aujourd'hui au Parlement? On les fait d'une façon un peu légère et tout ça. Mais eux, ils ont amorcé un contrôle de l'exécutif national avec du sérieux, dans tous les secteurs, dans tous les qu'on appelle les mandataires de l'État étaient soumis au contrôle et pour démontrer que voilà, le pays est mal géré. Dans les 13 parlementaires, il y avait Étienne Tshisekedi. Mais oui, les 13 parlementaires. Donc vous voulez également nous dire que déjà au début, Étienne Tshisekedi militait pour un état de droit. Oui, oui, il était un des locomotives, une des locomotives, parce que c'est une locomotive. Et il y avait là, Joseph Ouganda Pandajela, il y avait lui, Étienne Tshisekedi, il y a eu Paul Capital Chabaki, il y a eu Makanda Chamboui Anakle, Pinga, donc Makanda Pinga Chamboui Anakle, il y a eu Kanana Chongo Wabinanga, il y a eu Guia Onekem, ça c'est Onekem Babel. C'est le même combat que Tshisekedi a mené, juste. Alors, avec tout ce monde, ils ont fait un groupe. Et ce groupe-là s'est appelé groupe des 13. Ce sont ceux-là qui ont rédigé la lettre dont on parlait tout à l'heure. Et de cette lettre, Mobutu n'a pas voulu entendre parler. Il a commencé à arrêter, à les arrêter, à les torturer, à les reléguer dans leur village. Et finalement, ils se sont dit, écoutez, s'il en est ainsi, dès qu'on les a ramenés ici, après la première relégation, ils ont décidé de créer, n'est-ce pas, un parti politique. Et c'est l'UDPS. Et c'est l'UDPS. Et en créant ce parti, ils ont fait appel à tous leurs électeurs dans le conseil législatif, avec tous ceux qui les accompagnaient quand ils essayaient de se réunir. C'est nous autres, nous appelons pionniers, et nous avons été cooptés comme cofondateurs de l'UDPS. Et l'ensemble de ces combattants, de ces valeureux vaillants combattants, on a créé ce qu'on appelle l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Alors, et ça, c'était en 82. Ouais. Donc, le 15 février 1982, qu'on a officialisé. Mais avant, c'était d'abord des tractations, accusations, relégations, arrestations, torture. Moi, j'ai été arrêté en 81-82. Donc, par M. Boulosi, au SARM ici. À l'époque, c'était G2. Ils nous ont amenés là-bas avec mes amis. Pourquoi? Parce qu'on avait diffusé la lettre de 52 pages, on l'avait distribuée partout ici à Tchessa, et on l'avait envoyée à l'extérieur du pays. Alors on nous a repérés, on nous a arrêtés, on nous a torturés, on nous a arrêtés. Donc, et là, c'était le départ du combat que nous avons mené d'une façon maintenant clandestine. Parce que Mobutu était toujours fort, il continuait à arrêter, mais nous avons organisé nos cellules ici, sous la clandestinité de l'UDPS. Donc, les cellules étaient partout ici à Tchessa, que ce soit ici à Bandal où vous me trouvez, ou à Mikondo, vous voyez, après l'aéroport, donc on était partout là, et on y allait à pied.
avec un courage inattendu, parce qu'il fallait être clandestin. Toujours pour une cause noble en faveur de la population. Mais oui, il fallait libérer le pays de la dictature, tout simplement. Parce que quand vous êtes sous la dictature, il n'y a pas de droit d'expression. Vous, les gens de la presse ici, vous ne pouvez pas venir ici, mais parler comme vous parlez avec moi. À l'époque, non. Mais vous avez été libéré grâce, n'est-ce pas, à, excuse, mais ce combat a libéré l'expression. Donc la liberté d'expression de la presse. Maintenant, aujourd'hui, même les mamans maraîchères, quand vous allez au marché, ils s'expriment. Ils s'expriment leur... Mais à l'époque, mais tu fais ça, tu es mort. Hein? On t'amène dans l'obscurité quelque part, tu es mort. Mais c'était ça, le leitmotiv de notre combat, qui était libérer ce peuple, nous les mettre dans ses droits, les droits les plus vitaux, même le droit à la vie. Il n'y avait pas, hein, avec Mobutu. Donc vous militez pour un état de droit, alors c'était le mot d'ordre de vous, les pionniers de l'UDPS avec Etienne Tshisekedi Mulumba. Et aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir, est-ce que ce même combat continue? Oui, le combat continue. Hein. Si vous suivez la base de l'UDPS, ils n'ont rien abandonné. Hein. Parfois on confond, on dit, mais est-ce qu'ils sont encore opposants ou ils sont au pouvoir? Et aujourd'hui ils sont au pouvoir, est-ce que là, oui, on va voir la manière de gérer le pays, de gérer le peuple? Mais nous sommes dans une transition, il faut être vigilant. Hein? Donc quand parfois ils se comportent comme opposants, les gens s'étonnent. Non, non, c'est une vigilance. Parce qu'on ne sait jamais. Hein, c'est le pouvoir qui combat le pouvoir. Non, non, pas du tout. Ils ne combattent pas le pouvoir. Ils appuient le pouvoir. Mais lorsqu'il y a des adversaires au pouvoir, ils les attaquent comme s'ils étaient des opposants à ces gens-là. Et ça, moi, j'encourage. Parce que si le pays, le Congo, c'est un pays drôle. Vous voyez des gens qui étaient hier opposants et qui, aujourd'hui, approchent au pouvoir, mais avec des agendas cachés. Et il faut vigiler sur ces gens-là. Il faut être vigilant. Parce que demain, vous ne savez pas ce qu'ils vont faire demain. Hein? Et ils viennent, je ne peux pas vous citer des gens ici, mais je dis qu'il y a des gens qui sont sincères et il y a d'autres qui ne le sont pas. Même dans ce qu'on appelle l'union sacrée ici. Il y en a qui viennent avec sincérité pour changer, pour qu'on change, qu'on soit dans l'unité, qu'on sauve le pays. Mais il y a d'autres qui ont des agendas cachés. Alors, nos combattants de base, ils disent attention, nous sommes capables de nous comporter encore comme opposants. C'est-à-dire en neutralisant les intentions maléfiques de ceux qui veulent détruire l'idée de l'union sacrée qui est une idée noble. Hein? On dit tout le monde peut contribuer, qui qu'ils soient. Donc vous saluez l'avènement de l'union sacrée. Mais comment pas? La fin de la coalition FCC-CACH. Mais l'UDPS, c'est déjà, le départ, c'est l'union sacrée. Hein? Dès que nous avons créé l'UDPS, c'était tout le monde, et je dis bien de toutes les provinces, hein, qui étaient là-bas, dès le départ. Donc c'était l'union du pays. Et c'était pourquoi l'union pour la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. Et puis, progrès social. Eh bien, tout le monde pleure ici, il n'y a pas, le pays est en crise, il n'y a pas à manger, il y a des prix qui montent. Il faut résoudre ce problème-là. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est quoi ça? C'est le manger, c'est l'électricité, c'est l'eau. Mais tout ça, nous avons été mis dans un trou par des dictatures successives. Dictature de Kabila, de Mobutu d'abord, et puis les deux Kabila sont venus, ils ont enfoncé le pays dans un trou. Et l'Union sacrée a comme mission de sortir ce pays de ce trou. Et vous croyez que cette mission sera réussie? Mais oui, mais vous avez vu que tous les leaders politiques de ce pays importants ont répondu à ça parce qu'ils ont cru que c'est la seule voie. Il ne suffit pas de croire, il suffit d'attendre des résultats. Est-ce que vous croyez vraiment à des résultats positifs? Vous ne devez pas arriver au résultat sans qu'il n'y ait pas du travail. Il faut d'abord travailler. Tout commence par un travail. D'abord la réponse. Le président de la République a lancé l'idée de l'union sacrée. Il s'est adressé à ses compatriotes, et notamment aux leaders d'opinion. Hein, vous connaissez bien, que ce soit les leaders d'opinion comme le MLC, ou je parle ici de Jean-Pierre Bemba, l'ensemble comme Moïse Katumbi, et bien d'autres leaders qui sont au Parlement. Il dit, mais venez monsieur, ce n'est pas une affaire personnelle. Mettons-nous ensemble, un peu à l'idée que l'UDPS, avec ses fondateurs, ils s'étaient mis ensemble, tous, venant chacun de son coin, pour sauver le pays. Après 3 ans de gestion, seul l'UDPS est maintenant mis ensemble. Après avoir géré le pays 3 ans seul, l'UDPS. Non, l'UDPS n'a pas géré seul. C'est depuis 2018, après les élections. Mais non, il n'était pas seul, vous savez bien ce qui s'est passé.
C'était pas seul. Il y avait là en face. Parce que, vous savez, pour protéger la paix, pour les besoins de la paix, l'UDPS a été obligé de faire ce qu'on appelle la coalition Cash-FCC. Et ça... Qui a échoué? Attendez, parler des termes échec, moi je n'aime pas ces mots-là. Échouer, c'est quoi? Quand vous avez une stratégie pour ramener un adversaire à la bonne voie, vous ne pouvez pas appeler ça un échec. Vous êtes avec quelqu'un, c'est comme aujourd'hui on est dans Union Sacrée, je viens de le dire, vous allez trouver des gens qui ont des agendas cachés. Mais il faut étudier ces gens-là, il faut donner le temps au temps, voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir peut-être neutraliser le mauvais côté. Et c'est ce qui a été entre Cash et FCC. Vous avez rejeté la responsabilité au FCC. Et je vous dis, moi C'est une responsabilité de l'échec. j'ai été interviewé ici et à Bruxelles sur cette affaire. J'ai dit que le rôle du Cash était de transformer, et c'est possible, de Satan en ange. Donc la mission de Dieu, de Jésus-Christ, quand il est venu au monde, ce n'était pas pour les saints, pour des gens qui étaient bien. C'était des gens qui étaient égarés, des gens qui faisaient du mal. Alors, il fallait que nous puissions, nous, avec nos bonnes intentions, avec notre détermination, changer ces gens-là, les ramener sur la bonne voie. Et vous avez vu le résultat. Ça a pris 2 ans, c'est beaucoup, mais il fallait transformer ces gens-là, les ramener sur la bonne voie. C'est ce qui a été fait. C'est ça le résultat. C'est ça la réussite. C'est pas un déblanchir. Non. Transformer comme des gens qui ont fait du mal. Mais il faut avoir confiance à l'homme. C'est pas un blanchissement, ça. Mais j'ai fait une virgule ici sur la religion. J'ai fait une virgule sur la religion. Pourquoi Jésus-Christ est adoré partout? Vous savez? Il n'est pas venu pour les gens qui étaient bien, des chrétiens. Non. C'était des gens qui faisaient du mal pour les transformer en bien. Donc, en homme de bien, en être de bien. C'est ça le rôle de Jésus. Nous avons porté un peu ce rôle-là, on va vers les FCC là, les gens de Kabila. On dit il faut du mal, tellement du mal, qu'il faut les ramener sur la bonne voie. Et nous avons accepté le sacrifice. Vous avez entendu Félix, toi tu sais, il l'a dit clairement, il dit mais ils m'ont humilié, ils m'ont insulté. Mais mon rôle c'était quoi? De les ramener sur la bonne voie. Et c'est réussi. Parce que vous avez suivi l'Union Sacrée, ils sont là. Les gouvernements Samalokode là. Est-ce que vous croyez vraiment à la réussite de ce gouvernement? Moi, je suis formé dans ma lutte politique, dans mon combat, à ne pas chercher à spéculer. Parce que là, ça rentre dans le domaine des spéculations. Vous voyez comment les choses, la taille, par exemple, de ce gouvernement, les membres qui ont été nommés. Oui. Non, la taille, c'est quoi? Le Tchad, là, vous voyez le Tchad tout à l'heure. Vous avez vu le gouvernement au Tchad? 40 ministres. Tchad, c'est quoi ça? Tchad par rapport au... Les comptes élus de personnes désignées, est-ce que... Le nombre, quand vous parlez d'abord de nombre, parce qu'il n'y a pas de nombre 40, 60. Mais un pays, un continent comme le Congo, si on est bien organisé, on peut avoir 100 ministres. Si on est bien organisé. La Belgique, tu sais combien de ministres il y a en Belgique? C'est une Belgique entre 50 fois combien dans le Congo. Mais contre les ministres qui sont au gouvernement central, fédéral et au gouvernement provincial, mais vous allez vous étonner. Donc on est modéré même. Mais seulement parce que... ça serait budgétivore. Attendez, non, les propres budgets, c'est parce que nous avons été désorganisés avec les régimes Mobutu et les régimes de Kabila. On nous a laissé dans un trou. Maintenant, il faut sortir ce pays du trou. On est capable d'aller dans un budget honorable pour ce pays. Et honorer tous ces problèmes-là, ces problèmes même tout le monde, vous les journalistes, vous pouvez avoir des subventions dans ce pays parce que nous avons des moyens colossaux. Mais seulement, ça n'a pas été organisé, ça n'a pas été exploité. Et nous devons, c'est le travail que nous avons. L'Union Sacrée, le gouvernement qui vient de naître, et tous les compatriotes, nous devons arriver à sortir ce pays du tunnel et donner de l'eau à boire à tout le monde. Voilà, il y a une décision du chef de l'État, la proclamation de l'état de siège dans les provinces de Nord Kivu et Ituri. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision du chef de l'État? Oui, nous l'avons applaudi de main et même de pied. C'est une décision salvatrice. Ça va apporter, ramener la paix à l'est du pays. Je crois que nous qui avons fait les sciences d'identité, les sciences politiques, et tout ça nous avons étudié, état de siège, état d'urgence, pourquoi ça intervient?
c'est intervenu depuis le temps romain. Lorsque la situation n'allait pas dans un pays, dans un coin, on faisait appel à ce qu'on appelle une dictature momentanée. On va chercher, à l'époque des Romains, on avait été chercher les sénateurs, tout ça, ils avaient été chercher un certain Cincinnatus, on l'appelait Cincinnatus, un paysan coincé dans ses champs. On est allé dire non, on ne sait plus, le Sénat ne marche pas, plus rien ne marche, et venez nous aider. Ce type-là, on lui a donné tous les pouvoirs. Il a déclaré la dictature. C'est-à-dire quoi? Tous les services civiques, enfin les civils, sont neutralisés. C'est l'armée qui s'occupe de tout. Donc, le chef de l'État devient un dictateur momentané. Pour cette cause-là, c'est-à-dire la crise, lorsqu'elle dépasse le niveau, lorsqu'on ne sait pas la contrôler autrement, on recourt à l'armée. L'armée, c'est ce qu'on appelle la sécurité. C'est la solution efficace, c'est ce qui est toujours c'est la dernière filtré dans l'armée. C'est le dernier recours, c'est l'armée. Donc, ça a été étudié pendant un beau bout de temps. On a trouvé qu'il faut recourir à cela. Et vous avez constaté qu'on utilise des militaires pour devenir gouverneur. On a nommé des militaires à la tête de ces deux provinces. Oui. Et pourquoi? Et vous avez vu quels militaires ont été nommés? Vous connaissez leur nom? Ce sont des gens qui ont opéré là-bas et qui connaissent ce point-là. Vous connaissez le gouverneur de Nord Kivu? Il était, je sais bien, dans le LCD. Donc, un rebelle connaît comment les rebelles se comportent là-bas. Et à Dituri, je crois que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose là. Il était dans le MNC. Et il connaît Kisangani parce que Pierre ne peut pas contrôler ce coin-là. Donc, on les met devant un fait. C'est eux. Ils ont une responsabilité aujourd'hui. Et ce sont des personnes irréprochables. Non, attendez. Dans le changement que nous avons prôné, aujourd'hui, il faut oublier un peu le passé noir des gens. Il faut que nous avons fait un travail au niveau de l'Union sacrée pour transformer les gens qui deviennent quand même des gens qui aiment leur pays et qui doivent se battre pour leur pays. Et c'est ça que nous avons fait. Donc on n'allait plus dans les agendas d'aller chercher, tourner des pages où il avait fait celui. Mais ça ne sert à rien. Je viens de vous le dire encore, j'aime répéter ça. Jésus qui n'est pas venu pour des gens saints. Ce sont des gens qu'on transforme et qui doivent démontrer leurs preuves. Alors, M. Marc Kamba, est-ce qu'aujourd'hui, on a nommé les militaires à la tête de ces deux provinces pour amener la paix dans ce coin du pays? Est-ce que pour certains, la solution, ce n'est pas seulement militaire, la solution pour la paix dans ce coin du pays, c'est aussi social, notre société, et puis politique? Est-ce qu'on peut s'attendre à des bons résultats, puisque beaucoup pensent qu'il y a aussi une solution du point de vue social et politique? Il faut d'abord voir les gens travailler, se mettre à l'œuvre. On va les juger à la pièce. Il faudrait prendre tous les angles déjà et envisager tous les l'état de siège est pour un mois, avec possibilité de prolonger. Donc, il faut d'abord voir les gens se mettre en place et commencer le travail pour commencer à juger, pour commencer à dire est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On a toujours toute l'attitude de dire écoutez, si ça va dans le mauvais sens, on arrête. Mais donnez aux dirigeants de ce pays, pour le moment, au président de la République qui a le contrôle de la situation, de mesurer ce qu'il peut essayer. Moi, j'étais contre, j'ai entendu certaines mauvaises langues. Oh, c'est du, comment on appelle, c'est du amateurisme. Ils ont utilisé le terme. Moi, je dis, mais ceux qui disent l'amateurisme, ils ont quelle expérience? Eux, ils sont professionnels dans la gestion de la sécurité. Depuis quand et où? Mais ils sont les premiers à dire que c'est de l'amateurisme. Mais nous avons étudié ce problème. On a essayé d'abord, même des dialogues entre comment on appelle, les différentes communautés, aussi bien dans le sud Nord Kivu, en Ituri. Le dialogue d'abord entre les notables et tout ça là. Et tous ont convenu, ont même suggéré, non, il faut une force militaire implacable, qui sera même appuyée par une force de l'international comme les Kenyans l'ont promis. Ils vont s'ajouter. Et vous allez voir, on va balayer cette histoire dans les 20 ans. Alors, la situation de la sécurité à l'Est devra être considérée comme une urgence et non une priorité, à déclarer les anciens présidents du Parlement, c'est-à-dire des deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat. Et vous êtes de cet avis-là?
Je n'ai pas bien compris. La situation d'insécurité qui sévit à l'Est devrait être considérée comme une urgence et non une priorité. Mais un état de siège, c'est quoi? C'est plus qu'une urgence. Quand on est dans un état de siège, c'est plus qu'une urgence. Parce que l'état d'urgence, il y a des civils qui continuent, mais on renforce un peu des mesures de sécurité. Mais l'état de siège, c'est la dernière de mesures qu'on prend dans un état. Et pourquoi, selon vous, c'est arrivé un peu plus tard? Non. Plusieurs années après, il fallait peut-être la prendre, cette décision, un peu plus tôt. Nous avons été éduqués dans le sens que ce n'est pas celui qui court très vite qui arrive à temps. Vous l'appelez l'antilope et la tortue. Donc il faut savoir mesurer où vous allez mettre le pas, le pied et quel résultat vous allez obtenir. Il fallait étudier. On n'est pas... C'est ainsi qu'on avait d'abord envoyé une mission pour convaincre les groupes armés. Voilà, vous y êtes. Ça n'a pas marché. Vous y êtes. On est allé étape par étape. Et quand on a vu que certaines dispositions ne prennent pas, il faut aller à la dernière mesure, l'état d'urgence, de siège plutôt. C'est la dernière mesure qu'un État peut prendre lorsque se trouve en danger. Alors, quels sont, selon vous, les avantages? D'abord, vous avez évoqué là en quelques mots, un peu plus clair, et puis les inconvénients, parce qu'il peut aussi y avoir des inconvénients par rapport à cette décision. C'est vrai qu'il y a un peu de privation de liberté. Des journalistes comme vous ne pouvez pas aller là-bas, commencer à approcher n'importe qui, dire n'importe quoi. Vous êtes sous contrôle militaire. Des petits groupes qui se réunissent, des sociétés civiles, l'UCHA, tout ça, là, leur liberté est limitée. Parce que les infiltrés sont nombreux. On ne sait pas de quel coin ils sortent. Alors, on doit contrôler, et même maison par maison. Faites attention, ce qui va arriver dans ces deux coins-là, maison par maison, ce sera contrôlé. Et par conséquent, lorsqu'il y a des infiltrés, lorsqu'il y a des mauvais coups, ben, ce sera neutralisé. Voilà pourquoi nous disons que c'est une des dernières mesures qu'un État peut prendre pour sauver son intégrité territoriale, pour sauver son peuple et amorcer alors revenir à la normale, donc le progrès social que nous prenons, c'est-à-dire que les gens commencent à travailler, que les entreprises viennent s'installer là-bas en sécurité et que le pays puisse marcher comme un pays normal. Qu'est-ce que vous direz à ceux qui sont sceptiques par rapport à cette décision? Mais c'est leur liberté. Ils sont libres d'être sceptiques ou d'accepter. Nous ne sommes pas en dictature. Hein. Ici, là, le système que nous avons, l'union sacrée en question, exclut ce qu'on appelle empêcher aux gens, par exemple, de manifester, de marcher, de dire ce qu'ils veulent. Hein. La liberté d'expression est assurée. Mais seulement dans cet état de siège, là où c'est décrété, état de siège, vous n'allez pas exercer ce genre de liberté. Voilà, donc c'est la différence. Mais le reste, les gens peuvent être sceptiques, mais lorsque, attendez, on dit par exemple on vous a fabriqué une usine d'eau, ça va vous donner de l'eau à partir d'aujourd'hui. Avant, vous dites non, est-ce que ce qu'ils disent c'est vrai? Est-ce que nous aurons de l'eau? Mais quand vous verrez de l'eau, qu'est-ce que vous dites? Oh, c'était bien, vous pouvez applaudir, à moins d'être de mauvais espoir. Voilà, je rappelle que nous recevons ce soir M. Omer Kamba, il est coordonnateur du collectif des compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Mulumba et des pionniers de l'UDPS également. Il est secrétaire national honoraire chargé des relations extérieures de l'UDPS et gouverneur honoraire de la province du Kasaï oriental. Monsieur le coordonnateur du collectif des compagnons de lutte d'Étienne Tshisekedi Mulumba, une dernière question et ça sera notre conclusion. Est-ce qu'aujourd'hui on retrouve le père dans le fils? En quelques mots, votre réponse. Le père dans le fils et le fils dans le père. Oui, ça, je suis tout à fait de cet avis. Il y a eu cette osmose au plan qu'on peut qualifier de spirituel. Ben, le père avait des qualités qui, pour le commun des mortels, étaient qualifiées des qualités d'un ovni
ces genres d'hommes, et je crois que ce sont des personnes qu'on voit après autant de siècles dans la nature. Bon, on a vu, je l'ai vécu, je l'ai pratiqué, je l'ai vu au front. J'étais avec lui, notamment par exemple quand devant l'armée de Mobutu, ça tire avec le général Maïlé qui tire sur nous au pont Gabu, le 17 janvier 1988. On tire à armes réelles. Tshisekedi, j'étais à côté de lui, il dit non, on va aller vers ces gens-là, on va leur expliquer ce que nous faisons. Et nous avons marché devant ces gens. Ils tirent, et puis finalement il y avait des fous qui ont sorti des baïonnettes, qui m'ont blessé, voilà, ici que vous voyez, m'ont perforé le poumon gauche. Et heureusement j'ai été évacué sur l'Europe, et c'est ce qui d'ailleurs m'a amené en Europe. Moi j'étais à Bruxelles pour être soigné. Et j'ai continué à travailler pour l'UDPS, assurer les relations extérieures. Donc c'est pour revenir à une réalité et que Étienne Tshisekedi, ces qualités d'un homme courageux, d'un homme même téméraire, et qui en même temps prônait le dialogue tout le temps. Dialogue avec ses adversaires politiques. Et tout le monde qui l'ont côtoyé, ça sait que Étienne Tshisekedi était un homme de dialogue, y compris Mobutu. Mobutu mourant à Nice, j'ai discuté avec Tshisekedi, non, il faut aller le voir, il faut aller le consoler. Il est allé à Nice pour consoler Mobutu mourant. Donc, et en plus, conférence nationale souveraine, Tshisekedi prononce un discours pour dire qu'il est pour tout le monde qu'on revienne à constituer un gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, l'idée de l'union sacrée, ça vient de là. Donc ça vient du père au fils. Du père au fils. Et le fils, aujourd'hui, il a des qualités qui sont spécifiques à lui. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut supporter du mal qu'on lui fait, qu'on lui l'insulte. Et Tshisekedi n'accepte pas ça. Hein? Donc, dès que vous commencez à l'insulter, il réagit, il vous dit, bon écoutez, c'est pas normal. Quand Kabila, on a essayé de le conseiller, de le ramener à l'autre, il refusait, mais Tshisekedi a déclaré quoi? Il faut l'arrêter, le ligoter, il faut l'amener. Hein? Oui, il faut l'arrêter. Quand il dit qu'il faut l'arrêter, c'est ça qu'il a envoyé à la population. Il faut faire tout pour arrêter cette histoire-là. On ne doit pas laisser ces gens-là continuer à faire ça. Mais Félix a une capacité formidable. 2 ans, soutenir des insultes, des humiliations, des types qui lui jouent des mauvais tours. Il dit non, on va arriver à la fin avec eux. Et voilà une qualité qu'on peut mettre à l'exergue que le père n'avait pas. Le père n'avait pas cette patience-là de dire non. Parce que nous, quand on est au front, avec le père, il dit non, attendez, on vous attaque, ripostez, résistez, soyez là. Quelles que soient les balles, soyez là, recevez des balles, mais travaillez, foncez, avancez. Voilà, donc c'est différent. Voilà, merci monsieur Omer Kamba. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du collectif des compagnons de lutte de Étienne Tshisekedi Wamourouba et de pionnier de l'UDPS, et secrétaire national honoraire chargé des relations extérieures de l'UDPS, gouverneur honoraire de la province de Kasaï. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. Madame, Messieurs, merci. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir. Merci, madame.